Imaginez un instant le silence glacé qui règne dans les couloirs du Kremlin. Pas le silence de la concentration, non, mais celui, beaucoup plus lourd, de la réalisation. Pendant 20 ans, Vladimir Poutine a construit, pierre par pierre, un chef-d'œuvre géopolitique. Une stratégie eurasienne sans faille, d'une rationalité presque mathématique. L'idée était brillante, il faut l'avouer. Lier l'Europe à la Russie par le cordon ombilical de l'énergie, contenir l'OTAN à l'ouest pour ne pas trop dépendre de la Chine à l'est, et surtout, tisser des liens valant des milliards de dollars avec les géants de la haute technologie asiatique, comme la Corée du Sud. C'était le plan parfait. L'argent et les puces électroniques de Séoul affluaient vers la Russie. Et en échange, le Pacifique restait neutre. C'était un équilibre délicat mais solide. Pourtant, aujourd'hui, si vous tendez l'oreille, vous pouvez entendre le bruit fracassant de cette stratégie qui s'effondre. Et le plus tragique dans cette histoire, c'est que cet effondrement ne vient ni de Washington, ni de Bruxelles. Non, il vient de la propre impuissance de Vladimir Poutine. En franchissant la ligne rouge ultime, en allant quémander, littéralement mendier des munitions et des soldats à la Corée du Nord pour maintenir à flot une armée russe qui se vide de son sang dans le bourbier ukrainien, Poutine a réveillé un géant endormi. La Corée du Sud n'est plus seulement ce tigre asiatique poli qui se contente de publier des condamnations diplomatiques. Séoul est au bord d'une décision qui va changer fondamentalement le cours de la guerre en Ukraine, en entrant directement dans l'ombre de l'OTAN. Ce que la Corée du Sud envisage, ce n'est pas juste l'envoi de quelques caisses de munitions. C'est un mécanisme technique, certes, mais dont les effets sont d'une destruction incalculable. Cela s'appelle le programme PURL, ou Liste des exigences prioritaires pour l'Ukraine, établi par les États-Unis et l'OTAN en juillet 2025. Je sais ce que vous vous dites, encore un acronyme bureaucratique ennuyeux. Mais détrompez-vous. La logique derrière ce système est d'une simplicité brutale, presque cruelle. Avec les incertitudes politiques aux États-Unis et la tendance de certaines administrations à vouloir couper l'aide directe, les pays de l'OTAN ont dit « l'Amérique produit les armes, et nous payons la facture collectivement ». Concrètement, sur le terrain, ça change tout. Selon les données de l'OTAN, 75% des systèmes de défense aérienne Patriot qui protègent dans le ciel ukrainien aujourd'hui, et 90% des autres missiles anti-aériens, sont achetés avec ce financement PURL. Maintenant, ajoutez à cette équation la Corée du Sud, avec son économie massive de 1700 milliards de dollars. Les sources diplomatiques murmurent que la participation de Séoul se limitera probablement à de l'équipement non létal. Mais soyons réalistes un instant, l'argent n'a pas d'odeur, et il n'a pas de couleur. Si la Corée du Sud finance des radars de défense aérienne ou de l'aide humanitaire via le PURL, cela libère instantanément des milliards de dollars dans les coffres des autres pays de l'OTAN pour acheter plus de missiles Patriot et de roquettes HIMARS. L'implication sur le terrain est terrifiante pour Moscou. Les missiles balistiques Iskander de la Russie, qui coûtent des millions, et leurs bombardiers Su-34 seront rendus totalement inefficaces dans l'espace aérien ukrainien. Souvenez-vous que le Japon a aussi annoncé qu'il rejoindrait le PURL en février 2026 pour fournir des systèmes radars. Quand les systèmes de guerre électronique et les radars supérieurs de la Corée du Sud et du Japon entreront en Ukraine, cela signifie que l'armée russe sera aveuglée. L'artillerie russe, autrefois si redoutée, ne saura plus où tirer. Leurs missiles seront chassés dans les airs comme du gibier. C'est une cécité technologique qu'on leur impose. Et ce n'est pas tout. L'adhésion de la Corée du Sud n'est pas seulement une question d'argent. C'est une question de capacité industrielle brute. Quand la guerre se transforme en guerre d'usure, ce n'est plus la philosophie ou l'idéologie qui détermine le vainqueur, c'est la mathématique pure. Aujourd'hui, les États-Unis peinent à produire 88 000 obus d'artillerie de 150 mm par an. La capacité de production annuelle de la Corée du Sud, elle, dépasse les 200 000. Séoul a jusqu'à présent refusé de fournir des armes directement à l'Ukraine. Ils n'avaient pas besoin de maintenir une dissuasion pour leur propre sécurité. Mais indirectement, en vendant des quantités massives de munitions et d'armes aux États-Unis et à la Pologne, ils ont pavé la voie pour que l'Europe envoie ses propres stocks en Ukraine. Ils vendent des dizaines de milliards de dollars de chars K2 Black Panther et d'obusiers K9 Thunder à la Pologne seule. Ils négocient des contrats de sous-marins massifs avec le Canada. Comment cela affecte-t-il l'Ukraine ? Par un effet domino très simple. La Corée du Sud remplit les entrepôts de la Pologne et d'autres pays de l'OTAN avec ses propres chars et obusiers ultramodernes. Rassurés, ces pays européens donnent alors leurs vieilles armes de l'ère soviétique et leurs véhicules blindés légers à l'Ukraine sans hésitation. Mais avant de plonger plus loin dans cette mécanique de guerre industrielle, j'aimerais qu'on fasse une pause ici. Une pause pour réfléchir à ce que cette situation nous apprend sur la nature même de la stratégie. Posez-vous cette question. À quel moment votre plus grande force devient-elle votre faiblesse fatale ? Vous voyez, en politique comme dans la vie, nous avons souvent tendance à construire des plans sur des décennies,
en pensant que le monde restera statique, que nos partenaires d'hier seront nos partenaires de demain. C'est l'illusion du contrôle. Poutine pensait avoir verrouillé l'échiquier. Il pensait que les intérêts économiques, le gaz, le pétrole, les puces électroniques, suffiraient à acheter la neutralité. C'est une erreur que nous commettons tous à notre échelle. Nous pensons que si nous sommes utiles aux autres, ils nous resteront fidèles. Mais la loyauté basée sur l'intérêt est la forme la plus volatile de relations humaines. Dès que le calcul change, dès que la moralité ou la survie entre en jeu, ces alliances transactionnelles s'évaporent. La véritable stratégie ne consiste pas à figer le monde dans un système rigide, mais à rester adaptable, à comprendre que chaque action, comme appelée Pyongyang à l'aide, entraîne une réaction égale et opposée que vous n'aviez pas prévue. La leçon ici est brutale. L'hubris, cet excès de confiance qui nous fait croire que nous sommes intouchables, est toujours le prélude à la chute. Quand on pense avoir tout prévu, c'est souvent le moment exact où l'on a perdu de vue l'essentiel. Revenons sur le champ de bataille, là où la théorie rencontre la boue et le sang. Parlons du matériel, car c'est là que la différence devient viscérale. Le K9 Thunder sud-coréen. Avec sa haute mobilité et sa précision millimétrique, il fonctionne comme un fusil de sniper géant. Imaginez la scène, pendant que les soldats de Poutine luttent sur la ligne de front avec ces systèmes de l'air soviétiques encombrants, qui prennent de longues minutes à installer, qui s'enraident, qui fuient à de l'huile. Le K9 tire. Il détruit sa cible avec une précision chirurgicale, et avant même que les radars russes ne se réveillent pour détecter le tir, le K9 a déjà changé de position et disparu. C'est un fantôme. Il chasse littéralement l'artillerie russe, pourtant si vantée comme une proie aveugle et sourde. De l'autre côté, il y a le cauchemar absolu du Kremlin, les chars K2 Black Panther. Oubliez ces fameux chars T-90 que Poutine ne cesse de vanter à la télévision d'État et qu'il exhibe fièrement sur la place rouge lors des parades. La réalité de la guerre n'est pas une parade. Quand vous mettez un T-90 face à un K2 dans la boue ukrainienne, la propagande s'arrête et le massacre technologique commence. Le K2 voit plus loin, tire plus vite et encaisse mieux. Alors, quand les soldats russes sortent prudemment la tête de leur tranchée, que voient-ils ? Ils voient des chars envoyés par l'Europe. Mais la seule raison, l'unique raison pour laquelle ces chars ont pu atteindre l'Ukraine, c'est parce que la Corée du Sud, avec sa capacité de production inégalée, assure les arrières de l'Europe. Avec sa participation officielle au PURL, la Corée du Sud est désormais formellement intégrée au réseau d'approvisionnement en armes de l'Occident. Cette possibilité rend la Russie folle de rage, littéralement. Le ministère russe des Affaires étrangères a directement ciblé la Corée du Sud. Les mots de Maria Zakharova, la porte-parole, étaient clairs, tranchants comme du verre brisé. Si cela arrive, nous serons forcés d'utiliser notre droit de représailles, y compris des mesures asymétriques. Arrêtons-nous une seconde sur ce mot. Asymétrique. Déchiffrons ce code diplomatique, parce que ce mot est généralement la façon pour un État de dire « je ne peux pas te déclarer la guerre directement. Je ne suis pas assez fort pour t'attaquer de front. Je ne peux pas détruire ton économie, mais je peux te causer des ennuis d'une autre manière, une manière sale. » Alors, que peut faire la Russie à la Corée du Sud ? Économiquement, le commerce entre les deux pays est déjà proche de zéro. La Corée du Sud a déjà déplacé son attention vers le marché européen de l'armement, vers la Pologne, et vers ses contrats de sous-marins canadiens de 60 trillions d'euros. La seule vraie carte de la Russie, sa seule monnaie d'échange, c'est de fournir à la Corée du Nord une technologie d'armement plus avancée. Mais c'est là, précisément là, que nous voyons le piège dans lequel Poutine s'est enfermé. C'est une situation qui mérite réflexion. Demandez-vous ceci. Que faites-vous quand toutes vos options sont mauvaises ? C'est le dilemme du joueur d'échecs qui n'a plus que des coups perdants. Poutine est dans une position où chaque mouvement pour se sauver aggrave sa situation à long terme. C'est une leçon fascinante sur la corruption et le pouvoir. Souvent, nous pensons que la corruption est juste une question d'argent sale ou de pot de vin. Mais la forme la plus dangereuse de corruption est la corruption du jugement. Quand un leader s'entoure de « oui », quand il refuse de voir la réalité parce qu'elle ne correspond pas à ses désirs, il commence à prendre des décisions basées sur des fantasmes. Poutine ne peut même pas répondre aux besoins de sa propre armée. Ses usines tournent à vide ou produisent du matériel obsolète. Il y a donc une limite physique aux technologies asymétriques qu'il peut donner à la Corée du Nord. Il ne peut pas donner ce qu'il n'a pas. Et s'il donne le peu de technologie de pointe qu'il lui reste à Kim Jong-un, il affaiblit sa propre défense. C'est un jeu à somme nulle. Dans la vie, nous sommes parfois confrontés à des situations où nous devons choisir entre deux maux. La sagesse consiste à ne jamais se mettre dans cette position en premier lieu, à ne jamais brûler tous ces ponts, au point de dépendre de partenaires qui sont eux-mêmes des parias. La liberté, la vraie, c'est d'avoir le choix. Poutine a perdu cette liberté. Reprenons le fil.
Ce scénario de la dernière goutte menace directement la sécurité nationale de la Corée du Sud. Cela pose un dilemme majeur pour la Russie. Si Moscou fournit à Pyongyang trop de technologies avancées, imaginez des satellites espions, des technologies de rentrée atmosphérique pour les missiles nucléaires, Séoul pourrait abandonner complètement ses propres lignes rouges. Il y a un risque réel que Séoul, poussé à bout, décide d'inonder l'Ukraine avec ses stocks massifs d'obus d'artillerie et d'armes létales, directement et sans retenue. Ce ne semble pas être un scénario que Poutine voudrait risquer. De plus, armer la Corée du Nord à un tel point est aussi une situation qui dérange énormément l'autre allié de la Russie, la Chine. Pékin ne veut pas d'un Kim Jong-un incontrôlable, jouant avec des sous-marins nucléaires juste à sa porte. La Chine aime la stabilité pour son commerce. Le chaos nucléaire à sa frontière est son pire cauchemar. Cependant, l'effet domino ne se limite pas à cela. Le mouvement de la Corée du Sud vers le PURL est un coup de massue pour toute la stratégie mondiale de Poutine. Le but stratégique fondamental du Kremlin était d'isoler l'Ukraine comme étant simplement un problème européen, et de garder le Sud global et l'Asie en dehors de ce conflit, construisant un nouveau bloc multipolaire contre l'Occident. Vous avez entendu ce discours 100 fois, l'axe anti-impérialiste, promu à travers les BRICS et l'Organisation de coopération de Shanghai. Mais ce récit prend l'eau de toutes parts. Les géants technologiques et économiques de l'Asie entrent successivement dans l'orbite de l'OTAN. L'intégration du Japon, de l'Australie, de la Nouvelle-Zélande et plus récemment de la Corée du Sud dans les mécanismes de soutien à l'Ukraine affaiblit l'argument de Poutine selon lequel nous ne combattons que l'Occident. Non, monsieur Poutine. Les économies les plus fortes d'Asie investissent clairement dans la survie de Kiev. Cette situation est aussi un mal de tête stratégique pour les plus grands soutiens de la Russie, comme la Chine et l'Iran. L'administration de Pékin est sérieusement mal à l'aise de voir le Japon et la Corée du Sud, juste à côté, approfondir leurs liens de défense avec les États-Unis et l'OTAN à un tel niveau. Le déploiement par la Russie de troupes nord-coréennes en Europe a créé un effet boomerang, bouleversant l'équilibre des pouvoirs dans l'arrière-cour de la Chine et poussant Séoul et Tokyo à s'armer jusqu'aux dents. Plus important encore, cette situation place un fardeau incroyable sur les alliés de la Russie. Un système de défense aérienne ukrainien, renforcé par le financement sud-coréen, signifie que la Russie aura besoin de plus de drones iraniens et de plus de missiles nord-coréens pour percer ses défenses. Mais l'Iran est aux prises avec sa propre crise régionale. La Corée du Nord fond ses ressources limitées dans les steppes russes. Cela soulève un grand point d'interrogation sur combien de temps encore ce soutien illimité pourra durer. Les alliés de Moscou ne sont pas des puissants fonds. Conscient de ces risques, la Russie voulait désespérément garder ses relations avec la Corée du Sud au chaud, parce que la Corée du Sud n'était pas seulement un facteur d'équilibrage diplomatique, mais aussi une immense opportunité pour l'économie civile russe, qui étouffait sous l'emprise des sanctions. En 2021, les exportations de la Corée du Sud vers la Russie tournaient autour de 10 milliards de dollars. Pour la Russie, la Corée du Sud était la source de haute technologie et d'automobiles venus d'Asie. C'était le lien avec la modernité. Cependant, suite à l'invasion de l'Ukraine et aux sanctions imposées, l'administration de Séoul a imposé une interdiction d'exportation sur plus de 40 produits stratégiques, y compris les semi-conducteurs et les pièces de machines. En 2024, les exportations de la Corée du Sud vers la Russie se sont effondrées de 60%, tombant à 4,5 milliards de dollars. L'usine géante de Hyundai à Saint-Pétersbourg a fermé ses portes. Un symbole fort. Poutine a caché cet effondrement à son propre peuple, avec un pansement appelé « importation parallèle ». La Russie importait des voitures sud-coréennes de haute qualité dans le pays, via des pays tiers comme la Chine, le Kazakhstan et la Turquie, en utilisant des étiquettes d'occasion sans la permission du fabricant. Selon les données de 2024 à 2025, la Russie a importé pour 1 milliard de dollars de voitures sud-coréennes par ses canaux gris. Pourquoi est-ce important ? Parce que le régime de Poutine n'avait qu'une seule illusion à vendre à son propre peuple pour rester à flot. L'Occident n'a pas pu nous isoler. La vie continue normalement, même dans une économie de guerre. Si les voitures et les cosmétiques sud-coréens n'étaient pas entrés dans le pays, l'inflation à la consommation aurait explosé. La tolérance de la population civile pour la guerre se serait effondrée. De plus, Moscou était lourdement dépendante des semi-conducteurs sud-coréens dans son industrie lourde, sa construction navale, et même pour les composants électroniques des systèmes d'armes avancés. Certaines machines indispensables pour la production des armes modernes de la Russie étaient entrées dans le pays par ce réseau d'importation gris. C'est ici que l'illusion se brise, et c'est un moment crucial pour comprendre la psychologie de la dépendance. Réfléchissez à ceci. Combien de temps pouvez-vous vivre dans le déni avant que la réalité ne défonce votre porte ? L'histoire de la Russie moderne est une leçon magistrale sur le mensonge d'État. Le contrat social tacite entre Poutine et son peuple était « je m'occupe de la politique, je fais la guerre si je veux, mais en échange, votre frigo reste plein et vous pouvez acheter votre nouvelle voiture ».
Ce contrat est rompu. Les importations parallèles sont une solution de fortune, un scotch sur une fuite d'eau massive. Cela montre que même les régimes les plus autoritaires ont peur de leur propre peuple. Ils ont peur que le citoyen lambda se réveille un matin, regarde son étagère vide et se dise « Pourquoi ?» La responsabilité civique commence là, dans ce moment de lucidité, quand on réalise que le confort qu'on nous promettait était bâti sur du sable. En tant qu'individu, nous devons toujours nous demander si notre confort actuel ne nous coûte pas notre avenir. La Russie a hypothéqué son avenir technologique et économique pour une guerre territoriale du passé. Les ponts entre les deux côtés sont maintenant largement détruits. Pour comprendre comment nous en sommes arrivés là, il faut jeter un coup d'œil attentif à la chronologie des relations entre la Russie et la Corée du Sud. Depuis la fin de la guerre froide, Moscou et Séoul avaient construit une fondation équilibrée à travers des investissements énergétiques et des transferts de technologie. C'était une relation pragmatique. Cependant, cette structure délicate a commencé à s'effriter étape par étape à cause des erreurs de calcul stratégiques de Poutine et des choix d'alliances qui ont perturbé les équilibres régionaux. Quand les chars russes ont traversé la frontière ukrainienne, l'administration de Séoul a décidé de rejoindre les sanctions financières et les contrôles à l'exportation imposés par l'Occident. Ce mouvement a abouti à ce que Moscou ajoute officiellement la Corée du Sud à sa liste des pays inamicaux. La première rupture majeure. Mais les liens n'étaient pas encore complètement coupés. Le sommet entre Vladimir Poutine et Kim Jong-un au cosmodrome de l'Extrême-Orient russe en septembre 2023 a été le moment où les signaux d'alarme ont commencé à hurler pour Séoul. Les rapports de renseignement indiquaient que des envois massifs de munitions de Pyongyang vers la Russie avaient commencé après cette réunion. Selon les données de l'agence de renseignement de la défense sud-coréenne, plus de 33 000 conteneurs d'équipements militaires et des millions d'obus d'artillerie ont été transférés à la Russie via le port de Rajin à partir de cette date. Le pacte de défense mutuelle signé lors de la visite de Poutine à Pyongyang en juin 2024 a été l'un des moments historiques où la ligne rouge de Séoul a été franchie. L'accord prévoyait une assistance militaire en cas d'attaque contre l'une des parties. Suite à ce pacte, la Corée du Sud a élevé le niveau d'avertissement diplomatique à son point le plus haut, déclarant qu'elle pourrait reconsidérer sa politique de fourniture d'armes létales à l'Ukraine. L'étape la plus dramatique de l'effondrement s'est produite en octobre 2024, quand les services de renseignement occidentaux et sud-coréens ont confirmé qu'environ 14 000 soldats nord-coréens avaient été déployés dans la région russe de Koursk. Maintenant, écoutez bien, car c'est crucial. Ce n'était plus juste une question de vente de munitions. L'armée nord-coréenne gagnait une expérience directe de première ligne dans la guerre moderne. Vos soldats, vos ennemis héréditaires, apprenaient à se battre dans une guerre réelle. Et en retour, Pyongyang avait le potentiel d'acquérir des technologies sensibles de sous-marins nucléaires ou de missiles de la part de la Russie. Cette situation a transformé la guerre en Ukraine. Ce n'était plus une crise européenne lointaine. C'est devenu une question de sécurité existentielle pour Séoul, sur la péninsule coréenne. Cette série de tournants historiques a transformé la Corée du Sud d'un observateur passif en un acteur actif, s'alignant avec les mécanismes de l'OTAN. La Corée du Sud a maintenant la capacité de lancer une contre-guerre dévastatrice contre la Russie, et indirectement contre la Corée du Nord, via l'Ukraine, sans s'engager directement dans un conflit sur ses propres frontières. Séoul va user les soldats nord-coréens et les unités mécanisées russes à des milliers de kilomètres de distance, avec les munitions indirectes qu'elle envoie au front et l'oxygène financier qu'elle fournit via le PERL. Il y a aussi une dimension humaine à cela, souvent oubliée. Les médias d'État russes tentent de consolider les masses encadrant l'approche des géants asiatiques vers l'OTAN, comme « le monde entier, l'Occident et l'Alliance asiatique se sont unis contre nous ». La rhétorique de la forteresse assiégée. Cependant, les chiffres ne mentent pas. Selon les données de janvier 2026 de la société de sondage indépendante Levada, la fatigue de la guerre parmi le public s'approfondit. 61% des répondants veulent pas des pourparlers de paix. L'attente exprimée par les gens dans les sondages que tout finirait en 2026 est fondamentalement ébranlée par ces nouvelles crises internationales. Avec l'effondrement des importations parallèles, les plaintes concernant l'inflation et le manque de vie normale augmentent doucement parmi les gens qui ne peuvent plus accéder aux produits sud-coréens. Une vague de protestation ? Non, le régime répressif ne le permettra pas. Mais cette question toxique qui résonne dans l'esprit des gens ronge le moral. Pourquoi l'Asie s'est-elle retournée contre nous aussi ? Pour les oligarques, avec des milliards de dollars d'actifs gelés à l'ouest, l'Asie était le dernier refuge sûr pour la consommation de luxe et le commerce facilité par les canaux gris. Maintenant, ces portes se ferment aussi. La richesse de guerre s'érode, remplacée par des biens chinois de basse qualité. Selon une analyse de février 2026 par le Moscow Times, les oligarques tchétchènes sont devenus complètement dépendants du Kremlin. La plupart sont en mode « taisez-vous et surveillez votre argent ».
Cependant, surtout parmi les élites dans les secteurs de l'importation et du commerce, la possibilité de la paix est chuchotée en coulisses. Ce scénario est une bombe à retardement déposée sur l'esprit stratégique de Poutine. Et cela nous amène à notre dernière réflexion, la plus importante peut-être. Posez-vous cette question finale. Sur quoi repose réellement le pouvoir ? Est-ce sur la peur qu'on inspire ou sur la confiance qu'on construit ? Nous voyons ici la limite absolue de la stratégie de la peur. Poutine a cru qu'en montrant ses muscles, en menaçant, en envahissant, il gagnerait le respect ou au moins la soumission. Mais la peur est un moteur à court terme. Elle s'épuise, elle fatigue. La confiance, elle, est un investissement. L'Occident et ses nouveaux alliés asiatiques ne sont pas parfaits, loin de là, mais leur alliance repose sur une confiance systémique, sur des règles communes, sur une vision partagée de la stabilité. L'alliance des autocrates, Russie, Corée du Nord, Iran, est une alliance de désespoir. C'est une chaîne où chaque maillon se méfie de l'autre. Dans vos propres vies, regardez vos relations. Celles basées sur la coercition ou le besoin immédiat finiront toujours par vous trahir quand le vent tournera. Celles basées sur des valeurs partagées et une confiance mutuelle sont les seules qui survivent aux tempêtes. La Russie découvre aujourd'hui qu'elle est seule, non pas parce que le monde est méchant, mais parce qu'elle a choisi la voie de la solitude par l'agression. En résumé, ce que nous voyons ici va bien au-delà d'un conflit frontalier local. L'Ukraine est maintenant une ligne de faille mondiale. D'un côté, la chaîne d'approvisionnement autocratique formée par la Russie, la Corée du Nord, la Chine et l'Iran. De l'autre, le réseau de défense démocratique formé par l'OTAN, l'Amérique et maintenant les géants technologiques d'Asie. La participation de la Corée du Sud au PURL est un changement massif dans cet équilibre, non seulement en termes d'argent, mais aussi de capacité industrielle et de légitimité géopolitique. Moscou peut-il arrêter ce mouvement ? Non. La seule carte de Poutine est d'armer davantage la Corée du Nord et de lancer des cyberattaques. C'est la réaction d'un homme qui met le feu à sa propre maison pour essayer d'enfumer ses voisins. Cependant, rien de tout cela ne peut empêcher les milliards de dollars de nouveaux budgets de défense aérienne qui vont se déverser sur Kiev. La guerre a changé de visage. Ce n'est plus David contre Goliath. C'est un Goliath vieillissant, malade et isolé, contre une armée de David interconnectés, technologiquement avancée et financièrement inépuisable. Et dans cette nouvelle configuration, le temps ne joue plus en faveur du Kremlin. Le temps est devenu l'arme de l'Alliance démocratique. Et chaque seconde qui passe, chaque obus K9 qui sort d'une usine à Séoul, rapproche la fin de l'illusion impériale russe. Alors, quelles sont vos pensées sur cette matière ? Pensez-vous que l'entrée de l'Asie dans ce conflit marque le début d'une guerre mondiale froide ? Ou est-ce le coup de grâce pour les ambitions russes ? Je suis curieux de lire vos analyses. Partagez vos opinions dans les commentaires, le débat est ouvert. Merci d'avoir regardé. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo pour soutenir ce type d'analyse approfondie. À très bientôt.